Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministre de l'équipement a visité donc l'état d'avancement de la route nationale 1 au niveau de la région de Dikil. Et en Afrique subsaharienne, le Fonds monétaire international appelle à la prudence sur les réformes. Bonjour à tous. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, s'est rendu ce week-end dans la région de Dikil pour constater de visu les travaux de construction de la route nationale 1, précisément du tronçon d'Agirou-Galamou. La délégation conduite par le ministre a procédé à une visite des travaux et des ouvrages dans les localités de Alambaltou, Galamou, Garabaïs, ainsi que les installations à Gourabous et l'état de la déviation du tronçon Dikil-Dagirou. Après avoir sillonné le long du corridor, le ministre a présidé une réunion de travail dans la base de vie de l'entreprise donc en charge de la construction, l'entreprise CCECC située à Yoboki, avec les parties prenantes de ce projet qui avait pour objectif de mettre le point sur l'état d'avancement et de pallier aux obstacles liés au bon déroulement des activités afin d'accélérer les travaux de construction. Il faut noter également que malgré les retards causés par les pluies diluviennes observées ces dernières semaines, les travaux sont en cours et s'effectuent dans des bonnes conditions. L'ADR, l'agence djiboutienne de route, maître d'ouvrage délégué de ce projet, reste mobilisée pour mener à bien ces travaux de construction. Et le ministre s'est dit réjoui de cette visite et a rappelé l'importance que le gouvernement accorde à ce projet ayant une portée économique et sociale dans la région du Sud et principale porte d'entrée et de sortie de corridor sud via Galafi. Enfin, le ministre a remercié les parties prenantes de ce projet pour l'accueil qui lui a été réservé et a exprimé sa disposition pour la réalisation de ce projet. De retour de Djouba après sa participation à la conférence annuelle du pétrole, de l'énergie et de passage à Addis Abeba, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali, a mis à profit sa présence dans la capitale éthiopienne pour entamer ce week-end une visite de travail dans ce pays. Cette visite de travail du ministre de l'énergie à Addis Abeba s'inscrit dans le cadre des consultations et des concertations de haut niveau organisées périodiquement entre les responsables des deux pays sur les projets en cours. Elle s'inscrit également dans la volonté commune des deux pays à poursuivre les efforts liés à l'intégration de leurs économies, notamment dans le domaine des hydrocarbures. Au cours de cette journée de travail, le ministre a tour à tour rencontré le ministre éthiopien des Finances et de l'économie et celui des mines et du pétrole. Dans l'actualité également, entamé depuis quelques mois les préparatifs du 12e jeu de la CJSOI qui devront se dérouler du 4 au 11 décembre prochain à l'île Maurice se poursuivent. C'est dans ce sens qu'une réunion ministérielle regroupant les 7 pays de la CJSOI, dont la République de Djibouti, représentée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, s'est ouverte ce matin. Après avoir épuré les points à l'ordre du jour, les différents représentants étatiques ont pu intervenir. La ministre, donc Dr Hibo Moumine, a souligné l'importance d'une synergie entre les îles dans l'intérêt supérieur de la jeunesse, puis mis l'accent sur l'état d'avancement de son département sur la participation des jeunes au concours culturel. En outre, la ministre a été félicitée par l'ensemble des membres de la CJSOI, à sa tête le secrétaire général, pour avoir honoré l'engagement de s'acquitter de la totalité des cotisations statutaires et grâce aux aspirations du gouvernement djiboutien de mettre l'épanouissement de la jeunesse au cœur du développement de la République de Djibouti depuis la création du ministère de la Jeunesse et de la Culture. La campagne de sensibilisation auprès des jeunes pour les inscriptions sur les listes électorales se poursuit avec succès dans les différents CDC de la capitale et des communes de Balbala notamment. Durant la journée du 14 septembre dernier, le CDC de Hadjidida a ouvert ses portes pour accueillir les habitants des quartiers 1 et 2. Une centaine de jeunes primo-votants ont d'ores et déjà répondu à l'appel pour s'inscrire
se prêter donc à cet exercice civique et citoyen. Et après des séances de sensibilisation qui ont porté leurs fruits, les habitants ont accueilli avec fierté cette initiative de la ministre de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec le ministre de l'Intérieur pour redonner une bouffée d'oxygène aux opérations d'enregistrement sur les listes électorales qui se déroulent au sein des CDC. Et bien sûr, cette campagne de sensibilisation a été également menée par la mairie de la ville de Djibouti avec la commune de Balbala qui a organisé un atelier d'information et de sensibilisation pour l'enregistrement des cartes d'électeurs dans le centre du complexe Ar-Rahma. Cette cérémonie de sensibilisation a été présidée par le maire de la ville de Djibouti et a vu la participation du président de la commune et des élus de la commune. La présence des parlementaires de la circonscription de la commune de Balbala, des élus et des femmes et jeunes actives. Cette cérémonie de lancement d'une caravane de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du renforcement des opérations d'enregistrement des cartes électeurs en étroite collaboration avec les différents conseils de quartier populaires de la commune de Balbala. Écoutons pour plus de précision l'intervention du maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud. Il faut savoir que 70% de la population de la République de Djibouti, ce sont des jeunes. Il faut que les jeunes s'inscrivent. Il faut que les jeunes prennent leur avenir en main. Il faut que les jeunes d'abord soient sur la liste électorale pour qu'ils puissent choisir demain son représentant. Qui va le défendre au Parlement? Qui va le représenter? C'est une des raisons pourquoi vous, jeunes, prenez votre avenir en main. C'est ce que le président répète chaque fois. Soyez conscients de ça et prenez vos responsabilités. Et c'est dans cet esprit de dignité que je vois aujourd'hui ici qu'on peut diriger Djibouti dans l'avenir. Inch'Allah. Dans le cadre du renforcement des relations dans le domaine de la sécurité entre Djibouti et l'État du Qatar, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a effectué du 14 au 15 septembre dernier une visite de travail au Qatar. Le directeur général de la police nationale était accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, du colonel Abdelkader Ibrahim et du commandant Youssef El-Tiré. Durant sa première journée de travail, le colonel Abdurrahman Ali Kahin s'est entretenu avec le général-major Saad bin Jassim Al-Khouleifi, directeur général de la sécurité publique de l'État du Qatar. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont longuement discuté des sujets sécuritaires concernant les deux pays, ont examiné les voies et moyens en vue de renforcer la coopération dans ce domaine entre les deux institutions. L'Agence nationale des personnes handicapées a organisé ce matin une cérémonie de remise de certificats suite à la formation sur les maladies prioritaires et ainsi que le Covid-19. La cérémonie était grandiose et à l'image de l'événement qui a rassemblé plusieurs personnalités importantes œuvrant pour améliorer le cadre de vie des personnes à besoins spéciaux et handicapées. Rappelons que cette formation était d'une importance capitale pour les personnes handicapées, parce que le but étant, à travers cette formation, d'inculquer aux personnes handicapées l'importance de la notion même de la santé et comment se protéger et protéger les siens des maladies prioritaires, notamment le Covid-19. Cette formation a duré 9 jours et a été dispensée par 3 types de personnes, car des personnes avec une déficience physique, auditive et visuelle. Force est d'ajouter que toute personne handicapée ayant participé à la formation s'est vue attribuer un certificat des mains donc des officiels venus honorer de par leur présence cette journée qui a un sens particulier pour les participants. C'était un grand plaisir de participer à cette cérémonie de remise des certificats des personnes qui ont bénéficié des formations sur les 3 maladies prioritaires, à savoir VIH, tuberculose et malaria. Pour nous, c'est un processus de renforcement de capacité qui est très important, qui demande que nos programmes, notre partenariat avec les programmes, le ministère de la Santé et la NPH permettent de toucher l'essence même de la communauté et les personnes à besoins spéciaux pour mieux les inclure dans ces différents programmes. L'ambition de cette formation, c'est de renforcer les capacités, c'est de renforcer la sensibilisation pour que, comme l'a dit la directrice, de plus en plus de personnes vivant à besoins spéciaux, des personnes qui ont des besoins spéciaux soient intégrées dans ces programmes-là, qu'ils prennent les actions de prévention, mais également, une fois que la maladie est installée, qu'on puisse les prendre en charge.
En nouvelle nationale, toujours, le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a clôturé l'atelier portant sur la mise en place d'une plateforme collaborative pour une meilleure insertion professionnelle. Cet atelier a été clôturé par le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali, et a vu la participation du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, du directeur général de l'ANEFIP, de l'INAP, ainsi que plusieurs cadres du ministère du Travail. L'objectif de cet atelier pour une meilleure insertion professionnelle étant d'abord d'échanger sur les pistes d'amélioration de la coordination et de réfléchir sur la mise en place d'un cadre d'échange d'informations et de collaboration entre les acteurs locaux du marché du travail, à la fois du secteur public et du privé. Après 2 jours d'intenses débats et de discussions, des recommandations et idées ont été formulées pour une meilleure conception et développement d'une plateforme robuste où toutes les informations du marché du travail ont été réunies sur le même toit. Et le secrétaire général, Abdallah Ali, a remercié l'Union européenne pour le financement du projet et les experts du TAEX pour avoir partagé leurs expériences. Après 2 jours de débats et de discussions et d'échanges, l'atelier sur la conception et le développement d'une plateforme collaborative réunissant toutes les institutions et partenaires qui participent au processus d'insertion professionnelle se referme. J'espère que l'objectif que nous nous sommes atteints est fixé pour l'édification d'une plateforme partagée et atteint et que les participants ont eu l'inspiration nécessaire pour dégager quelques idées fortes pour proposer et adopter des résolutions marquant le progrès vers une plateforme collaborative, un outil d'information adapté aux besoins du pays. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, et la préfecture de la région d'Ali Sabieh ont signé un accord aujourd'hui concernant la gestion commune d'un espace de stockage au profit des Djiboutiens et des migrants dans le besoin. Le mémorandum d'accord a été signé par la chef de mission de l'OIM, Stéphanie Davio, et le préfet de la région, Moussa Aden. Cet espace permettra de renforcer l'assistance fournie aux migrants en transit par ces régions et les communautés vulnérables qui les accueillent. Il devrait permettre de distribuer des articles alimentaires et non alimentaires. L'OIM Djibouti continue de travailler sur les questions de préparation et de réponse aux urgences. Ces activités sont mises en œuvre dans le cadre des projets assistance directe aux migrants vulnérables transitant à travers le corridor de la migration à Djibouti, financé par la protection civile et opérations d'aide humanitaire européenne et solutions pérennes pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables sur le territoire djiboutien, financé par l'Union européenne. La journée s'est achevée avec la distribution des articles alimentaires et non alimentaires au profit de 184 migrants vulnérables et 64 personnes vulnérables de la communauté haute. Une mission de supervision du Fonds international de développement agricole dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion intègre des ressources en eau qui interviendra dans 11 bassins versants du pays s'est rendue dans la région d'Obok et dans la journée du 14 septembre dernier. Une visite donc de courtoisie chez les préfets pour faire un tour d'horizon des investissements déjà réalisés et à venir du FIDA. Une réunion de travail avec le président du conseil régional d'Obok et s'en est suivi une réunion d'échange avec la société civile dont la coopération des pêcheurs, les associations des femmes et des jeunes des zones d'intervention du projet. Et la délégation, accompagnée par l'équipe de l'unité de gestion du projet, a fait une visite d'inspection de la pêcherie, de la fabrique de glace et de la chambre froide. Et le 15 septembre, l'équipe de la mission s'est rendue dans la localité d'Orobor pour rencontrer le comité de pilotage local pour échanger notamment sur les besoins identifiés, exprimés par la population et validés par le comité de pilotage à travers un schéma d'aménagement hydraulique et pastoral pour le parcours de Dalayaf Merdehou. En nouvelle du monde, à présent, à Kidal, dans le nord du Mali, une alliance de combattants majoritairement touareg fait respecter la loi et l'ordre. Ces hommes armés font partie de la coordination des mouvements de l'Azawad, un système non étatique qui assure la sécurité de la ville stratégique. Cet accord leur offrait une plus grande autonomie locale et la possibilité d'intégrer leurs combattants dans une armée reconstituée, gérée par l'État, mais l'accord n'a été appliqué que par fragments. Le CMA a depuis pris le contrôle
contrôle de la ville et gère les prisons, accorde les grâces et décide si les suspects seront traduits en justice en vertu de la loi islamique plutôt que de la loi de l'État. Mais pour le moment, un calme règne à Kidal. Les régions de Gao et Ménaka sont en proie depuis des mois à des combats entre l'armée, des groupes armés et des djihadistes avec des civils pris entre deux feux. Une situation qui fait craindre une reprise des affrontements à Kidal. Et enfin, c'était dans le titre de cette édition, le Fonds monétaire international appelle à la prudence sur les réformes. Le FMI a appelé donc hier les gouvernements d'Afrique subsaharienne à faire preuve de prudence en matière de réformes macroéconomiques au moment où la famine progresse dans une région fortement affectée par les conséquences du Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Selon ses estimations, au moins 123 millions de personnes, soit environ 12% de la population d'Afrique subsaharienne, pourraient connaître une insécurité alimentaire aiguë, confrontée à une sévère malnutrition ou incapable de satisfaire ses besoins alimentaires élémentaires, écrit le FMI. Le réchauffement climatique contribue à accroître le nombre de personnes souffrant de la faim, alors que l'Afrique de l'Est connaît une des pires sécheresses de son histoire. Les conséquences sur les économies de la pandémie de Covid-19 se sont combinées à une flambée de prix des céréales alimentées par la guerre d'Ukraine, souligne également le FMI. Mais malgré les nombreuses difficultés, certaines réformes de libéralisation du commerce, des réglementations et des marchés sont réalisables, souligne toutefois le FMI. Des politiques monétaires recalibrées pourraient atténuer l'impact sur les biens produits localement et ancrer l'inflation, estime-t-il. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous avec la suite des programmes sur Télé Djibouti.